c'est vraiment important d'être accompagné par des professionnels de qualité qui sont en fonction de la spécialité pour pas se retrouver à payer des taxes à l'État. La famille, c'est peut-être à éviter. Vaut mieux préserver des liens de parenté que de rentrer dans le business et de casser des liens de parenté. Malheureusement, et c'est comme ça. Lorsqu'il y a une question d'argent, chacun tire la couverture de son côté. Il n'y a personne qui veut perdre. C'est humain. Personne n'aime les pertes. Donc chacun va tirer la couverture de son côté. Tu as beaucoup qui font travailler des jeunes frères sans contrat. Et ça, c'est pas une chose à faire. Il faut vraiment faire des contrats. Et vous, les jeunes qui êtes employés, n'allez pas travailler sans contrat. En plus, c'est interdit par la loi. Parfois, malheureusement, il y a aussi le fait que certains, ils sont beaucoup plus investis personnellement que d'autres. Et ça, au final, ça crée des problèmes. Et c'est que lorsque on est en perte et qu'on n'est plus en bénéfice, que là, les langues elles se délient. Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois chez Les Anciens. Aujourd'hui, édition spéciale. Ce sera une édition qui parlera des conseils aux investisseurs. Je suis avec un invité que vous connaissez bien, le voici. Bonjour. Salut Mohamed. Salut, comment tu vas? Ça va bien et toi? Tranquillement? Ça va, alhamdoulilah. Bon, aujourd'hui, je vais te poser plein de questions. On attend plein de conseils de ta part, surtout dans le domaine du business. Tu connais un petit peu. Je connais un peu. Donc, on attend en retour parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient investir. Ils ont un peu d'argent, donc tes conseils seront les bienvenus. D'accord? Très bien, merci. Bah écoute, dans un premier temps, dans le business, généralement, beaucoup d'entre nous s'associent. Quels sont tes conseils par rapport à ça? D'accord. Donc avant de commencer, je vais déjà un peu parler plus ou moins de ma légitimité un peu à aborder le sujet. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire qui il est lui pour nous donner des conseils, qu'est-ce qu'il a entrepris dans sa vie pour venir s'asseoir ici et répondre à des questions sur le business. Donc je m'appelle Mohamed Lamine, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'avais déjà fait un podcast où vous m'avez invité ici, où j'avais un peu parlé de ma vie. Donc bon, pour ceux qui aimeraient avoir d'amples informations à mon égard concernant ma vie, vous pouvez vous référer à ce podcast que l'on avait fait. Sinon, en termes de business professionnel, j'ai ouvert plusieurs sociétés. Là, j'ai 35 ans. J'ai déjà été employé. Donc ça veut dire que j'ai un œil en tant qu'employé, c'est-à-dire que j'ai vu des gens avoir des business. Et ensuite, après avoir été employé, j'ai moi-même mis en place des business. J'ai déjà eu 2 restaurants. J'ai eu un restaurant qui était dans le 16e arrondissement, à Paris. J'ai ouvert des business dans la location de véhicules, dans le transport. Donc, alhamdoulilah, ça fait plusieurs années que je suis dans le commerce. Donc, est-ce que tu peux me répéter la question? Alors en fait, déjà, je te remercie. Tu as fait une bonne présentation de ce que tu étais. Donc là, on entend toute ta légitimité. Donc, généralement, la plupart d'entre nous, lorsqu'on commence un business, surtout quand on ne s'y connaît pas beaucoup, on a besoin d'associés. D'accord? Donc, quels conseils pourrais-tu nous donner par rapport à ça? Alors, l'association, c'est l'une des choses, on va dire, l'un des points prépondérants dans le business. Il faut faire très attention. Parce que c'est pas toute personne que l'on apprécie, par exemple, avec qui on pourrait s'associer. Il y a des gens, on partage plein de choses ensemble, on partage beaucoup de points en commun, on a beaucoup d'atomes crochus, mais c'est pas pour cela que dans le business, ce sont des gens avec qui on va pouvoir, on va dire, travailler avec eux. Donc la première chose, c'est vraiment de regarder est-ce que cette personne, en fait, elle a la même vision que nous dans le commerce. Parce que le business, qu'il faut faire attention, c'est que malheureusement, l'une des conséquences, c'est qu'il peut y avoir des amitiés peuvent être cassées. Donc c'est vraiment important de prendre en considération la personne avec qui on va faire ce commerce. Est-ce qu'on a une vision des choses communes dans le business? Est-ce qu'il a déjà des prérequis? Est-ce que c'est une personne qui s'y connaît? Est-ce que c'est une personne qui a, par exemple, financièrement, est-ce que l'investissement que l'on va donner, ça va être le même, que ce soit l'investissement financier ou que ce soit l'investissement personnel? Parce qu'il y a des gens, parfois, ils vont donner de l'argent, mais ils ne veulent pas s'investir personnellement. Il y en a d'autres, ils ne vont pas avoir beaucoup d'argent, mais personnellement, ils ont envie de donner du leur et de s'investir. Donc,
tous ces paramètres, regarder vraiment la personne, comment il est, son comportement avec l'argent, son comportement avec les gens. C'est vraiment très important. Après, le business, c'est, on va dire, c'est un domaine qui permet vraiment de connaître la personne. Donc, il faut aussi essayer de poser des questions, essayer de savoir comment dans ses précédents business il s'est comporté, essayer de voir ses amis, les gens autour de lui et d'observer comment il s'est comporté dans les différents business, parce qu'en fait, les épreuves, elles font ressortir le fort intérieur des gens. D'accord, très bien. Est-ce que par rapport à ça, toi, tu pourrais conseiller à certaines personnes de s'associer avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, par exemple, mais parce qu'ils ont prouvé, parce qu'ils ont une société? Qu'est-ce que tu penses de ça? S'associer avec une personne que tu ne connais pas, oui et non. Non, parce que comme j'ai dit, il n'y a que lorsque tu vas faire des transactions avec une personne que tu vas vraiment la connaître, et lorsque tu vas la voir dans l'adversité, dos au mur, que tu vas vraiment savoir qui elle est. Donc, au début, je dirais non. Maintenant, si tu as eu certaines garanties, comme le fait que c'est une personne qui est connue pour son sérieux, des gens de confiance t'ont garanti que lorsqu'il a eu des épreuves et qu'il a été dos au mur face à l'argent, il a su montrer de l'abnégation, il a su montrer que c'était une personne qui était droite, une personne envers qui on pouvait faire confiance. Là, peut-être, mais bien entendu, il faut vraiment prendre cela avec des pincettes et vraiment mettre des clauses qui permettent que toi, ton investissement, il est garanti, et lui aussi, son investissement, il sera garanti, et que si malheureusement il adviendrait qu'il y ait des répercussions ou des conséquences, que chacun d'entre vous serez chacun resté droit et chacun bien dans ses bottes. D'accord, très bien, super. Merci pour tous ces conseils. Je vais me permettre de rebondir sur quelque chose que tu disais. Tu parlais de clauses. Donc là, je vais me permettre d'enchaîner sur ça pour parler de contrat. Parce que je pense que, peut-être dans ton expérience à toi, beaucoup font des commerces avec des amis, avec des proches, et comme ils se connaissent bien, ils ne font pas de contrat. On a tendance à dire parfois que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, est-ce qu'il faudra un contrat? Est-ce que ce n'est pas grave de ne pas faire un contrat? Vas-y, je te laisse me dire ce que tu en penses. Il y a un proverbe qui dit « Les écrits restent, mais les paroles s'envolent ». Moi, de ma propre expérience, j'ai fait beaucoup de commerce. Et c'est très récemment, à 35 ans, que je me suis rendu compte de l'importance de faire des contrats et de les écrire. Parce que au début, quand tout va bien, tout le monde est content, tout le monde est gentil. Lorsque malheureusement, il arrive des problèmes, parce qu'il n'y a pas de commerce sans que l'on rencontre des difficultés, on se rend compte de l'importance des contrats. Moi, par exemple, nous, on est musulmans, et dans notre religion, on a un verset dans le Coran qui nous dit « Ô vous qui avez cru, si vous contractez une dette à une date prédéterminée, écrivez ». Et aujourd'hui, tu vois par exemple des gens qui vont prendre des dettes à d'autres personnes et qui n'écrivent pas. Et l'on voit que, par exemple, aujourd'hui, tu vas à la banque, on te fait un contrat. Partout où tu vas, même pour les choses les plus simples et les plus minimes, on écrit des contrats. Et moi, j'ai fait des commerces avec des frères, etc. Et à la fin, c'était « Oh non, mais j'avais dit ci, toi t'avais dit ça ». Chacun, en fait, malheureusement, et c'est comme ça. Lorsqu'il y a une question d'argent, chacun tire la couverture de son côté. Il n'y a personne qui veut perdre. C'est humain. Personne n'aime les pertes. Donc, chacun va tirer la couverture de son côté. Donc, c'est vraiment important d'écrire des contrats. Le contrat, ça permet, nous, de nous protéger d'un éventuel mal et de protéger aussi les autres. Donc, vraiment, ne négligez pas d'écrire la plus minime des choses, fussent-elles, écrivez-la, pour qu'à la fin, personne ne puisse dire « En fait, moi, j'avais dit ci, toi, tu avais dit ça ». Non, s'il y a un souci, vous revenez au contrat que vous avez écrit. Très bien, écoute, je te remercie, Mohamed. Franchement, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Là, tu nous dis quelque chose d'important. Ça veut dire que, généralement, même sans contrat, lorsqu'il y a des bénéfices,
tout va bien. Soit on n'a pas fait de contrat, tout va bien. Si on a fait un contrat, on ne le lit même pas. On ne revient pas dessus, on le laisse de côté. Mais maintenant, quand il y a des pertes, comment on fait? Et j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on écrit dans ce contrat? Parce que quand il y a des pertes, il faut qu'il y ait quelque chose sur lequel se référer. Donc, qu'est-ce que tu peux nous conseiller par rapport à ça? En fait, ce qui est important, c'est déjà dans les contrats, l'identité de chaque individu, elle doit être clairement stipulée. Ça, c'est très important. L'identité de chaque personne doit être clairement stipulée. Après, il faut que l'on écrive l'investissement de chaque personne. L'investissement, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être un investissement personnel, ça peut être du savoir que l'on met au profit de l'association ou de la société, ou ça peut être de l'argent. Il faut vraiment que chaque investissement, il soit stipulé. Il faut également que, en fait, on sache les tâches de chaque personne, ce que chaque personne devra faire au sein de cette société et que chacun s'y conforme. Parce que lorsqu'il y a des pertes, et c'est souvent au moment des pertes que en fait, chacun il essaie de tirer la couverture de son côté, là on pourra ressortir le contrat. On pourra dire, ok, moi j'ai investi tant. Il y en a parfois, ils vont investir avec d'autres personnes et ils ont tellement une confiance aveugle envers les gens avec qui ils investissent qu'ils ne savent même pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont investi. Ils ne savent même pas si l'investissement qu'ils donnent, c'est un investissement personnel ou c'est un investissement pécunier. Parfois, malheureusement, il y a aussi le fait que certains, ils sont beaucoup plus investis personnellement que d'autres. Et ça, au final, ça crée des problèmes. Et c'est que lorsque on est en perte et qu'on n'est plus en bénéfice, que là, les gens, les langues, elles se délient. Ouais, moi, je faisais telle ou telle chose, toi, tu faisais pas telle ou telle chose. Ouais, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Moi, je pensais que ça te dérangeait pas, etc. Alors que si tout est écrit et que si chacun, bien sûr, il respecte les clauses qu'il a mis dans ce contrat, c'est une manière par laquelle on va éviter les problèmes. D'accord, super. Merci beaucoup, Mohamed. Franchement, c'est hyper intéressant. Ensuite, beaucoup s'engagent dans le commerce, donc que ce soit avec un associé ou non. Néanmoins, en France, il y a beaucoup de lois. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses. Et même quand on est dans le commerce depuis 5-10 ans, dans le business, on ne connaît pas forcément tout. On parlait en off d'être accompagné. Donc, comment être accompagné? Par qui être accompagné? Donne-nous ton expérience et explique-nous tout. Alors, lorsque tu veux monter une société, il faut être très très bien accompagné parce que surtout en France, pour la plupart d'entre nous, nous vivons en France ou même dans d'autres pays, il y a parfois des règles qui nous, les communs de la masse des personnes, on ne connaît pas forcément. Et ce sont les professionnels qui ont la connaissance de cela. Et même certains professionnels, parfois, dans certains domaines, par exemple dans la comptabilité, il y a des comptables qui ont des spécificités. Dans le domaine les avocats, le droit, il y a des avocats qui ont des spécificités. Un avocat qui a l'habitude de traiter des dossiers du trafic de stupéfiants, il ne va pas forcément connaître comme il se doit la fiscalité. Donc il faut être accompagné par des comptables qui se connaissent vraiment en fiscalité, des experts comptables, et également éventuellement un avocat en cas de souci. Moi j'ai eu un cas par exemple où j'avais ouvert une société. Et quelque temps, et par le biais d'une conseillère juridique, et quelque temps après, on a reçu une amende à l'ouverture de cette société. Pourquoi on a reçu une amende? Parce que on avait oublié, en fait, en France, à la Chambre des commerces, il y a une loi, c'est que si par exemple, tu ouvres une société de peintre, soit tu dois avoir le diplôme de peintre, ou soit tu dois avoir un contrat d'embauche d'une personne qui est peintre. C'est comme ça dans tous les métiers. Et si tu ne fais pas cela, au bout d'un moment, tu vas sûrement avoir des relances de l'État, mais ils vont te mettre une amende. Et nous, on n'avait pas, pour X ou Y raison, on n'a pas reçu les relances comme quoi il fallait mettre dans le dossier soit le diplôme d'artisan peintre du gérant de la société, soit un contrat d'embauche. Et bien du coup, on a reçu une amende. D'accord. Et soit c'était par ignorance de notre part, ou soit c'était
du fait que la personne qui nous a monté cette société, eh bien, elle n'avait pas connaissance de cette clause-là, de cette loi-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont simples. Tu arrives, tu ouvres ta société, tu n'as pas beaucoup d'argent et tu te retrouves, après quelques semaines et quelques mois, à payer une amende parce que tu n'as pas respecté une loi. Et malheureusement, on est beaucoup parfois à apprendre comme ça sur le terrain. Mais quand tu es t'es nouveau dans le commerce, t'es un nouveau commerçant, t'as pas beaucoup de fonds. Et devoir payer des amendes, et surtout les amendes de société, des fois, c'est pas des petites amendes, c'est des amendes qui vont commencer à 2500 euros, 3000 euros. Ça veut dire que, en quelque sorte, tu te tires une balle dans le pied. Tu te tires une balle dans le pied et tu vas commencer avec des dettes. Donc, c'est vraiment important d'être accompagné par des professionnels de qualité qui sont en fonction de la spécialité pour pas se retrouver à payer des taxes à l'État. En gros, ce que tu nous expliques, c'est qu'étant donné que tu n'as pas été bien accompagné, tu as dû payer une amende parce que vous n'avez pas déclaré tout ce qui... Enfin, vous n'êtes pas mis en ordre, vous n'êtes pas mis aux normes en termes de l'État. En gros, Exactement. C'est ça. Maintenant, j'aimerais rebondir sur autre chose. Tu en parlais tout à l'heure un petit peu. Quand on est avec des amis, on se comporte d'une certaine manière, on peut être généreux, moins généreux, etc. Ça, c'est propre à chacun. Néanmoins, lorsqu'on a une société et qu'on a un business qui doit tourner, on ne peut pas fonctionner comme dans la vie en général. Donc, parfois, on a un peu moins d'empathie. Et parfois, les gens, je pense que quand tu as moins d'empathie, on te trouve dur, on te trouve que tu as changé, etc. Dis-moi dans un premier temps si tu es d'accord avec moi, et ensuite développe par rapport à tout ça. Je parlais au début du fait que j'ai été employé. J'ai été employé et lorsque j'étais employé dans la restauration, et tout à l'heure aussi on parlait des contrats, déjà, et c'est un appel solennel que je lance généralement à beaucoup d'employeurs, surtout dans notre communauté musulmane. Tu as beaucoup qui font travailler des jeunes frères sans contrat. Et ça, c'est pas une chose à faire. Il faut vraiment faire des contrats. Et vous, les jeunes qui êtes employés, n'allez pas travailler sans contrat. En plus, c'est interdit par la loi. Mais je voulais rebondir par ça en disant qu'en étant employé, j'avais parfois une vision des employeurs où je les trouvais très stricts, très durs. Et je ne la comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi parfois ils n'allaient pas avoir d'empathie. Et en étant de l'autre côté, j'ai plus ou moins compris pourquoi... en fait, dans le business, tu peux pas forcément avoir de l'empathie. Je dis pas qu'il ne faut pas en avoir totalement, mais tu ne peux pas avoir l'empathie que tu vas avoir avec une personne lambda. Tu vois une personne dans le besoin et tu vas l'aider. Pourquoi ? Parfois, tu vas te dire, oh, lui, c'est un ami à moi, il est dans la difficulté, je vais le prendre pour le faire travailler, etc., etc. Et malheureusement, c'est pas forcément, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi ? Parce que tu vas le prendre pour le faire travailler, mais si il s'avère qu'il n'est pas compétent, tu vas avoir du mal à lui dire excuse-moi, t'es pas compétent et pars, parce qu'il y a un lien d'amitié entre vous. Je me rappelle, on avait employé une dame il y a quelques années. Elle faisait de la comptabilité pour nous. Et c'est vrai que moi, je l'avais employée sur cette base, c'est que la femme, malheureusement, elle était un peu dans la difficulté, etc. Quelqu'un que tu connaissais ? Oui, quelqu'un que je connaissais. D'accord. Et au bout d'un moment, c'était un peu compliqué au niveau du travail. C'est vrai qu'on avait pensé, la dame, à ne pas lui faire poursuivre. Et l'une des choses et parce qu'elle faisait des erreurs, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu emploies une personne, et que toi tu dis tu vas l'entraider, mais quand la personne elle fait beaucoup d'erreurs, en fait c'est ton business que tu mets en péril. D'accord. Et ce qui fait que ton business, ton commerce, c'est ton moyen de subsistance pour pouvoir faire ta famille. Et c'est aussi un moyen par lequel, en dehors, pour celui qui veut, il essaie de faire du bien avec. Donc ton business te sert pour faire du bien en dehors du business. C'est ton bébé, quoi. C'est ton bébé. Il te permet de faire du bien en nourrissant ta famille, en donnant de l'argent à tes parents, etc. Mais si toi-même, de manière autonome, tu emploies une personne qui, parce que tu as voulu avoir de l'empathie, mais tu
Tu peux pas la virer parce que, désolé du terme, hein, tu peux pas la virer parce que tu te dis, oh, elle a des enfants à nourrir, etc. Et ben toi-même, tu te mets dans la difficulté au final. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Donc c'est pour ça que dans le commerce, parfois, il peut pas y avoir de l'empathie. Quelqu'un, il va être dans la difficulté. Tu sais qu'avec ses enfants, ça va pas. Que si tu le vires, ben malheureusement, il va se retrouver dans la difficulté. Mais le problème, c'est que s'il n'est pas compétent, au final, c'est toi qui vas perdre tes clients. Et au final, c'est toute ta société qui va tomber. Et au final, tu vas mettre en péril ton business. Tu vas mettre en péril d'autres employés que sûrement tu emploies et que eux aussi, ils ont besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de leurs enfants, pour subvenir aux besoins de leur famille. Et toi-même, tu subviens aux besoins de tes proches. Et toi-même, tu essaies de faire du bien, sûrement avec le surplus que tu as de ce que tu gagnes. Donc c'est pour ça que le business, il n'y a pas de place malheureusement pour l'empathie. Et on ne peut pas employer des gens sur la base de oui, je l'aime bien, etc. Non, en fait, c'est la méritocratie. Celui qui mérite, voilà, soit tes compétences, soit tu ne l'es pas, et c'est comme ça. D'accord. Moi, je l'ai appris avec le temps et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Des fois, j'ai voulu employer un ami à moi, etc. Je le fais travailler, je fais du business avec lui. Et au final, je me rends compte qu'il n'est pas compétent. Et des fois, tu as du mal à lui faire comprendre parce que c'est un ami à toi. Et ça peut même froisser une amitié, une relation. Moi, je vais me permettre de rebondir sur ce point que tu cites. Tu parlais d'empathie. Donc maintenant, je vais aller sur le point suivant en parlant de ça. C'est que comment on doit se comporter si jamais on travaille en famille, ou est-ce qu'on peut travailler en famille, est-ce qu'on doit travailler en famille? Parce que le point que tu le soulèves, c'est qu'à partir du moment où voilà, tu as quelqu'un de ta famille qui bosse pour toi, bah, tu tombes en plein dans ça. Donc, quelle est ta vision des choses en sachant que, mine de rien, d'aider quelqu'un, c'est bien aussi? Alors, sur ça, il n'y a pas de parole absolue, oui ou non. Mais ici, je vais vraiment vous faire comprendre qu'il faut vraiment faire attention lorsque l'on va travailler avec les proches, avec la famille, avec les gens qui nous entourent. Parce qu'on a une citation prophétique qui nous dit que l'argent, c'est une grande source de tentation. Et ça veut dire que l'argent, ça met les gens à l'épreuve. Lorsqu'on travaille avec des proches, il y a parfois des choses que ça va être compliqué de faire que si tu travailles avec une personne qui est plus ou moins inconnue. Tu travailles par exemple avec ton grand frère. Tu es le gérant ou le président ou le boss de ton grand frère. Ton grand frère, il fait une erreur, surtout plus ou moins dans les familles où il y a ce droit d'aînesse. Tu dois respecter ton ancien. Ton grand-père, il fait une erreur. C'est compliqué de dire à ton grand frère, écoute, là tu t'es trompé, là c'est pas comme ça qu'on fait, etc., etc. Moi j'ai déjà fait, et là du business, j'étais en collaboration avec 2 frères. Et on était 3, etc. Et l'un des frères, on va dire qu'il faisait un peu moins de choses que son petit frère. Et un jour j'ai parlé avec son petit frère, etc. Il a dit, c'est mon grand frère, comment je vais faire pour lui dire? Tu vois, ça veut dire que c'est compliqué. Il a dit, c'est mon grand frère, comment je vais faire pour lui dire? Et même et le grand frère, quand on lui a parlé, il a dit, ouais, mais c'est pas grave, c'est mon petit frère, il fait pour moi. Il a dit, c'est pas grave, c'est mon petit frère, il fait pour moi. Donc parfois, en fait, c'est ça le problème avec la famille. Et aussi, avec la famille, parfois, quand il va y avoir certaines répercussions, quand le business il va pas forcément bien marcher, et ben la famille vont dire oui, mais tu m'avais dit que c'était comme ci, tu m'avais dit que c'était comme ça, tu m'avais dit ci, tu m'avais dit ça, et au final tu as des problèmes au niveau de la famille. Donc je vais pas dire que dans l'absolu il faut pas faire du business avec la famille, parce que vous pouvez avoir des gens dans vos proches qui vont bien comprendre, qui sont eux-mêmes aguerris dans le business, et avec eux ça va super bien se passer. Mais ce que je dis, c'est que de base, je pense que la famille, c'est peut-être à éviter. Vaut mieux éviter, vaut mieux préserver des liens de parenté que de rentrer dans le business et de casser des liens de parenté. On a encore une certaine phrase que l'on dit souvent chez nous, préserver un mal, ça passe avant toute chose. Exactement, bien dit en tout cas. Là, on arrive sur la fin, mais avant... il y a un sujet aussi que j'aimerais parler, que j'aimerais aborder, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, par exemple, toi, tu es en plein dedans, tu as une société, donc tu engranges de l'argent,
Et à côté de ça, tu vois, tu as des gens dans ta famille qui peuvent gagner le SMIC ou autre, ou dans tes amis, etc. Comment aborder le sujet de l'argent en sachant qu'il est possible que toi, par exemple, tu gagnes beaucoup plus à un moment donné ou beaucoup moins, mais quand on parle, par exemple, de 20, 30 000 euros à quelqu'un qui en gagne 1005, parfois ça peut faire trembler les murs. Est-ce que tu as des conseils à donner vis-à-vis de ça? Je te laisse exprimer. De mon expérience, je pense que l'argent, les sommes d'argent que on peut éventuellement toucher, et ça, que ce soit dans la famille ou en dehors de la famille, même avec les amis, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'argent avec tout le monde. C'est pas possible. Parce qu'on n'a pas tous la même vision de l'argent. Il y a des sommes d'argent. Une personne, par exemple, qui est un footballeur, qui touche des 80 000 euros par mois, 100 000 euros par mois. S'il vient, il parle d'argent avec quelqu'un qui touche 3, 4, 5 000 euros par mois, ils vont pas être sur la même longueur d'onde. Ils vont pas forcément se comprendre. Lui, il a les moyens de s'acheter un t-shirt à 500 euros toutes les semaines. Et toi, 500 euros, c'est le prix de ton loyer. Ça veut dire que si tu parles d'argent avec une personne comme ça, ça peut être malaisant pour les autres, etc. Donc, je pense que c'est pareil pour une personne qui touche 5 000, 6 000, 7 000 euros. Et ça, malheureusement, c'est une mentalité un peu francophone. Hein, parce que chez les anglo-saxons, ils n'ont pas du tout ce problème-là. Ils peuvent dire leur salaire, et celui qui gagne moins, ils vont dire « Ah ouais, super, j'aimerais bien être comme toi ». Chez nous, la mentalité francophone, c'est que malheureusement, beaucoup jalousent, beaucoup se font des films, beaucoup ne connaissent rien du tout au commerce. Parfois, il y a des gens, ils vont voir que ta société fait un gros chiffre d'affaires. Ils vont dire « Ah oui, lui, il a de l'argent », en pensant que tout cet argent de ta société, elle est à toi. Moi, je l'ai vécu avec certains amis de mon entourage. Ils voient que tu peux faire des investissements, mais ils pensent que tu as beaucoup d'argent. Non, il y a une différence, en fait, entre générer de l'argent et faire de l'argent. Vous avez des entrepreneurs, ils génèrent de l'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément beaucoup d'argent ou qu'ils gagnent forcément beaucoup. Tu peux générer de l'argent parce que tu as des entrées, mais au final, tu as des sorties aussi. Tu as des employés à payer, tu as des taxes, il y a beaucoup de choses, il y a des aléas qui arrivent dans le commerce, tu as des machines qui vont tomber en panne, tu as des réparations pour celui qui est dans, par exemple, la location de véhicules, etc. Tu as des assurances à payer, il y a beaucoup de charges. Donc, il y a les gens qui sont pas forcément dans le commerce, ils sont employés, ils voient le chiffre, ce qui rentre, mais ils ne voient pas ce qui sort. Les gens qui n'ont pas l'habitude du commerce, en fait, ils ne comprennent pas ces notions-là. Ils pensent que tout l'argent qui rentre, ça appartient aux gérants de la société, alors que non. Tu peux générer de l'argent, mais il y a beaucoup d'argent aussi qui va sortir. Tu as des employés à payer, tu as les éventuelles réparations, tu as les taxes, tu as beaucoup de paramètres. Donc, l'argent, ce n'est pas un sujet que l'on aborde avec tout le monde. Une personne que tu sais de lui, par expérience, après l'avoir fréquenté, que lui aussi, il est dans le même domaine que toi et qu'il génère à peu près les mêmes sommes d'argent que toi, tu peux lui en parler parce qu'il n'y aura pas vraiment d'envie ou de jalousie entre vous. Il va plus ou moins être à même de comprendre ce que tu vis. Mais une autre personne, moi, il y a des gens, des fois, ils vont penser que je suis millionnaire, que j'ai beaucoup d'argent, alors que non. Et même dans la famille, donc dans la famille aussi, c'est comme avec les amis. Il y a des gens dans la famille, eux aussi, ils ont l'habitude de faire du commerce, ils peuvent générer certaines sommes d'argent, donc tu vas pouvoir parler avec eux de certaines choses, et d'autres, plus ou moins. Voilà. Exactement. Ah, super. En tout cas, ça me fait penser à... Imaginons des fois, si tu parles avec quelqu'un, tu lui dis « Ah, aujourd'hui, j'ai reçu un chèque ou un virement de 20 000 euros. » Donc la personne, elle va croire que tu gagnes beaucoup d'argent. Et derrière, t'en dépenses 19. Exactement. C'est exactement ça. Et comme on dit, les problèmes et les dettes, ils ne sont pas écrits sur le visage. Exactement. Parce que ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Tu as un loyer, tu as des enfants à nourrir, etc. Et tous ces problèmes-là, tu as des gens qui gèrent des grosses sociétés. Et c'est pour ça que parfois, je regarde des émissions où tu vois certains footballeurs qui, à la fin de leur vie, ils finissent à la fin de leur carrière de football, ils finissent ruinés. Moi, je me demande, mais comment ça se fait en ayant gagné autant d'argent? Mais parce qu'en fait, ils sont dans un monde
qui est différent du nôtre. Quand tu vis dans un milieu où tu arrives dans un nouveau club, tu dois louer une maison, le loyer c'est 20 000 euros. Par exemple, la maison de Neymar à Paris Saint-Germain, c'était 20 000 euros, là où il habite. Tu as un certain train de vie, et ben, c'est pour ça que même en ayant gagné beaucoup d'argent, parfois, en faisant des mauvais investissements, en n'étant pas accompagné, en n'ayant aucune éducation financière, et ben, c'est comme ça que malheureusement, tu arrives à 40 ans, 42 ans, 43 ans, tu finis par tout perdre. Je pense que tu dois savoir, mais je sais pas, je crois que plus de 55%, je crois, des footballeurs, à la fin de leur carrière, ils finissent ruinés. Ouais, donc c'est pour ça que tout l'argent que l'on gagne, c'est pas forcément tout ce qui nous appartient. Tout ce que l'on génère, en tout cas, c'est pas forcément à nous. Super, bah écoute, merci beaucoup Mohamed. Pour ma part, j'ai fait le tour. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner à nos auditeurs? Alors le conseil que j'aurais à donner aux auditeurs, c'est moi en tant que musulman, et en ayant fait du commerce, en ayant parfois malheureusement, de manière non intentionnelle, j'ai peut-être été injuste envers mes associés, et également mes associés ont parfois peut-être été injustes envers moi de manière non intentionnelle ou parfois intentionnelle. Hein. Ce que je recommande, c'est de vraiment prendre en considération avec qui l'on fait du commerce. On a un verset dans le Coran qui nous dit que la plupart des associés sont injustes, sauf ceux qui croient et font les bonnes œuvres. Et ils sont très peu. Ça veut dire que les gens avec qui l'on peut s'associer et faire du commerce sans craindre leur injustice, ils sont vraiment peu et minimes. Donc il faut vraiment regarder avec qui l'on s'associe. Ça, c'est le premier conseil que je vais donner. Ensuite, vraiment écrire. Écrivez tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, les écrits restent et les paroles, elles s'envolent. Donc c'est vraiment important de faire des clauses contractuelles. Et également, lorsque vous signez des contrats avec des sociétés, lisez. Lisez vraiment. Parce que je vais vous raconter une anecdote pour la fin. Ça, c'est une erreur aussi que moi, j'avais fait dans le business. C'est que j'avais signé un contrat avec une société et j'avais pas vraiment lu toutes les clauses. Et en fait, le contrat que j'avais signé, il était sur plusieurs années. Moi, je pensais que je pouvais l'arrêter à n'importe quel moment. En fait, il était sur plusieurs années. Donc, à la fin lorsque j'ai voulu rompre le contrat, ils m'ont dit oui, mais vous devez encore certains loyers, etc. Donc, c'est vraiment important de lire les contrats que vous signez, de mettre en place des contrats, de faire attention avec qui vous faites du business. Voilà, c'est les conseils que je vais donner aux auditeurs ce soir. Bah, écoute, merci beaucoup Mohamed. C'est moi. C'était un plaisir. Allah On a pris plein de bonnes infos. Je te remercie beaucoup. Plaisir partagé. Pour les auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Je vous dis à très vite et merci beaucoup.